Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de terminer notre première saison d'agri-webinaire qui portait sur la législation wallonne agricole. Et donc le webinaire du jour, c'est sur le permis d'environnement. Donc ça sera l'occasion de comprendre un petit peu les enjeux et les procédures qui sont liées à ce permis et qui sont essentielles pour les exploitations agricoles. Alors avant de commencer, je vous propose de passer en revue le fonctionnement de l'application. Alors on vous rappelle que la présentation sera enregistrée et qu'on vous enverra un petit mail avec le replay de ce webinaire. Il sera également disponible sur le YouTube du SPW ARNE. Alors, au programme du jour, on aura une présentation théorique donc, sur le permis d'environnement en 45 minutes et on aura en fin de séance un moment de questions-réponses auxquelles vous pourriez intervenir. Donc là, au niveau vous l'aurez remarqué, au vu du nombre du participant, les caméras et les micros sont par défaut coupés. Mais donc, vous pouvez interagir avec nous par la rubrique conversation. Et pour les questions-réponses, il y a un onglet spécifique questions-réponses. Donc, on vous invite à y noter vos questions de manière les plus claires possible, auxquelles on les reprendra pour les donner à nos orateurs. Alors, aujourd'hui, donc, le thématique du jour, permis d'environnement, elle va être dispensée par nos deux experts, Marianne Petitjean et Giuseppe Monachino, donc, qui sont nos collègues du SPE-RNE. Ils sont dans le département des permis et des autorisations. Alors, ils vont partager leur expertise sur le permis d'environnement. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que le permis d'environnement, c'est essentiel pour les agriculteurs. C'est un outil qui encadre les activités agricoles pour garantir que leur conformité au niveau des normes environnementales. Ça inclut la gestion des émissions, le bien-être animal, la protection des ressources naturelles, mais également la préservation, la prévention par rapport aux nuisances. Il y a un intérêt pour le secteur de se former sur ce sujet, soit pour les nouvelles demandes qui doivent être introduites ou également pour le renouvellement et notamment suite à les évolutions législatives. La dernière en date est de 2014, donc ceux qui sont dans la phase de renouvellement doivent bien évidemment avoir les dernières informations sur le sujet. Alors, je vais inviter ici peut-être Giuseppe à partager son écran et prendre la main du coup sur la présentation. Ok, alors bonjour, Marianne Petitjean. Je suis l'inspectrice générale du département des permis et autorisations. Et donc, je vais... Pardon, c'est pas en plein écran, si jamais je puis me permettre. Oui. C'est peut-être pas le bon écran qui est partagé. Oui, on va y arriver. Voilà, petits aléas du direct. Voilà, c'est parfait. Ok, alors j'entre directement dans le vif du sujet. Donc, pourquoi un permis d'environnement ou une déclaration? Alors, le permis d'environnement, c'est un acte, une décision qui est élaborée dans une approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal. Et donc, ça encadre l'exploitation des établissements. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par établissement ayant un potentiel impact sur l'environnement. Et donc, ce qui est important à savoir dans le cadre d'un permis d'environnement, c'est l'approche intégrée. Et donc, on doit à la fois réduire les émissions, essayer de prévenir les émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, la gestion des déchets, les odeurs, le bruit, etc., et de façon à essayer d'éviter, voire réduire l'impact de ces différents médias sur l'environnement. Merci. Tu peux passer à la suivante. Oui, encore un petit souci.
faut bien mettre Ok. Voilà. la souris sur l'écran. Oh, Tu ouais, peux la faire je change. défiler. Voilà, c'est bon. Ah, voilà, on y est. Presque. Là, tu reviens là. Alors, Presque. OK. Voilà. Le permis d'environnement, il est institué sur base d'un décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et il a été modifié pour y intégrer notamment le bien-être animal. Donc, c'est la protection de l'environnement, des êtres humains et du bien-être animal. OK? Alors, en fait, on remet ça un peu dans le contexte, comme Florence vous l'a dit tout à l'heure, le contexte agricole. Vous êtes en mesure nous devons exécuter donc le règlement relatif au système intégré de gestion et de contrôle et des mesures en faveur du développement rural et de la conditionnalité. Et ce règlement, il exige les contrôles administratifs des demandes de soutien, assure la conformité de l'opération avec les obligations établies par la législation de l'Union ou la législation nationale. Dans ce cas-ci, c'est une législation régionale puisque le permis d'environnement, c'est de compétence régionale. OK. Un autre règlement, lui relatif aux conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables au paiement direct, lui, il stipule que l'aide demandée est refusée ou retirée lorsque les engagements ou les autres obligations, notamment celles liées au droit national, on y revient, ne sont pas respectées. Et donc, euh, en Wallonie, le code wallon de l'agriculture de 2014, il précise que la majorité des activités agricoles reprises à l'article D2 du code de l'agriculture est conditionnée à la détention d'une déclaration environnementale ou d'un permis d'environnement. Donc là, c'est le contexte dans lequel vous êtes. Cela n'empêche que, indépendamment de ce contexte agricole, toute entreprise qui a une activité qui est visée dans le décret du permis d'environnement et ses arrêtés d'application doit disposer d'un permis d'environnement. OK. Alors, j'en viens à qu'est-ce qu'un établissement classé? Alors, un établissement, c'est une unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et ou activités, ainsi que toute autre installation et ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. On va tout de suite passer à la dia suivante. Et donc là, nous avons essayé de vous permettre de visualiser ce qu'on entend par une unité technique et géographique. Et donc, ça veut dire que ici, c'est tout l'ensemble des différentes activités qui sont réunies dans un périmètre géographique et qui sont techniquement liées entre elles. Donc, ça veut dire que si on se trouve dans une voie publique et que l'autre ligne blanche est une autre voie publique et qu'on vient nous demander un permis pour la livraison matérielle, admettons, hein, ou bien on mettrait une station de distribution de carburant sur la voie publique, et puis qu'on me demande un permis pour ça, et puis qu'après on demande un permis pour une activité le stockage de lisier ou l'élevage, en disant ben oui, mais ça c'est pas pas la même unité technique et géographique parce que l'adresse c'est l'autre rue. Ça c'est en effet ça ce n'est pas correct parce qu'en fait ben, la distribution de carburant est liée directement à l'activité d'élevage qui est demandée en activité principale. Alors, quelque chose aussi qui est important à savoir, c'est qu'en fait, une unité technique et géographique
qu'on appelle communément chez nous UTG, peut être exploité par plusieurs exploitants. Donc, ça veut dire que si on a le père qui a une exploitation d'élevage de porcs et que le fils développe une exploitation d'élevage de volailles l'un à côté de l'autre et qu'on me dit oui mais ça c'est monsieur Pierre X et oui mais moi je suis Alex X, peu m'importe. Plusieurs exploitants peuvent exploiter un même établissement. Et donc, c'est quelque chose qui est, qui est en effet difficile à comprendre parfois, au sens où ça veut dire que oui, mais moi j'avais droit à des aides pour l'implantation d'un jeune agriculteur, mais si je dois avoir le même permis, la même unité technique et géographique que mon père, eh bien alors j'aurai pas mon aide. Moi, ces considérations ne font pas partie de l'analyse d'une unité technique et géographique. Merci. Alors, je vous disais, les installations et ou activités, elles sont classées en fonction de leur impact potentiel sur l'environnement. Et donc, en fait, plus l'activité est impactante sur l'environnement, elle sera alors de classe 1. À ce moment-là, il faut avoir un permis d'environnement et il faut que ce permis d'environnement, lors de l'instruction, soit accompagné d'une étude d'incidence sur l'environnement. Maintenant, si l'établissement est de classe 2, à ce moment-là, c'est une demande de permis d'environnement avec une notice d'évaluation des incidences. Et ensuite, si l'établissement est de classe 3, alors là, il s'agit d'une déclaration. Alors, la classe de l'établissement est déterminée par celle de l'activité ou de l'installation ou de l'installation qui a le plus d'impact. Donc, si j'ai une activité de classe 1 plus une activité de classe 2 dans la même unité technique et géographique, je suis en un établissement de classe 1. Et donc, vous avez après, je suis 1, 2, 3, ben, les activités classe 1, classe 2, classe 3, je suis de classe 1. Un établissement qui a une activité de classe 2 plus une activité de classe 3, il est de, comment dire, pardon, j'ai été distraite, il est de classe 2 et si toutes les activités qui sont exploitées dans l'établissement sont de classe 3, alors je suis un établissement de classe 3. OK? Alors, qu'est-ce que les activités ou installations classées? Mais les activités et installations classées sont les élevages. Et les élevages, ce sont les infrastructures d'hébergement qui sont classées. Donc, ça veut dire que soit on va classer les bovins de plus de 6 mois, les veaux à l'engraissement, les ovins, caprins ou équidés, ça peut être, voilà. Donc ici, ça peut être aussi de la volaille, etc. Et les seuils de classement, qu'est-ce que ça veut dire les seuils de classement? Ça veut dire que en fonction du nombre maximal d'animaux susceptibles d'être accueillis, à ce moment-là, vous ferez une comparaison avec la rubrique de classement et vous verrez si vous êtes en classe 1, classe 2 ou classe 3. La rubrique est aussi, les seuils sont aussi fonction du fait que vous êtes un demandeur agriculteur et donc avec un numéro d'agriculteur ou non. Et une autre des caractéristiques pour déterminer le classement, c'est la distance de l'exploitation par rapport à la zone d'habitation tiers, donc une habitation tiers, sauf si elle est en zone agricole, une zone d'habitat, une zone de service public et d'équipement communautaire. En clair, si vous êtes plus proche d'une zone d'habitat, ben, le seuil qui sera le seuil sera plus rapidement, le nombre d'animaux ce sera plus rapidement dans une classe supérieure puisque le risque vis-à-vis de la zone d'habitat, ben, plus proche on est d'elle, plus de risque il y a au niveau des odeurs en particulier ou la gestion du lisier, etc. OK? Alors, donc ça c'est, je vais dire, votre activité principale. Maintenant,
il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une unité technique et géographique qui rassemble des activités et des installations. Ben, si vous avez un dépôt d'engrais, hein, si vous avez un forage et une prise d'eau souterraine et ou si vous exploitez une installation de biométhanisation, si vous avez des chevaux et que vous avez une piste destinée à l'équitation, le chauffage, voir quel type de chauffage éventuellement vous avez, dont vous avez besoin pour comment dire, garantir la température constante ou les besoins des animaux, etc. Je vous ai dit tout à l'heure comment dire, une station de distribution de carburant à un pistolet, c'est aussi classé. Merci. Alors, si vous êtes un établissement de classe 3, ça veut dire que toutes vos activités, les activités que vous exercez, sont toutes classées en 3. À ce moment-là, vous devrez établir une déclaration. Et donc, la déclaration, vous devrez disposer d'une déclaration. Et la déclaration, c'est l'acte par lequel le déclarant, donc l'exploitant, porte à la connaissance de l'autorité administrative son intention d'exploiter un établissement ayant un impact peu important sur l'environnement, l'homme et le bien-être des animaux. OK? Alors, quelle est la procédure pour obtenir une déclaration? Alors, cette procédure, c'est une procédure simplifiée qui permet pour les établissements de classe 3 de déclarer, c'est une déclaration, à la commune qui est le guichet unique, donc la commune sur laquelle vous êtes, comment dire, vous êtes établi. Alors, nul ne peut exploiter un établissement de classe 3 sans avoir fait une déclaration préalable et une nouvelle déclaration est requise en cas de déplacement, transformation ou extension de votre établissement, pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration. On verra que si l'activité de transformation ou d'extension vise une activité de classe 2, alors vous ne pourrez plus faire une déclaration, vous devrez demander un permis d'environnement. Les déclarations sont valables 10 ans. Alors, un point, on ne peut pas donc déplacer, transformer ou étendre. Par contre, on peut céder une déclaration. OK. Voilà, je l'ai dit avant d'avoir la TIA, mais donc je répète, si l'extension ou la transformation d'un établissement de 3e classe a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe, alors il faudra, cette transformation-extension entraînera que l'établissement est de classe 2 et qu'il sera soumis à permis d'environnement. OK? Alors, le permis d'environnement. Le principe est le même pour la classe 1 ou la classe 2, c'est-à-dire que nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou classe 2. Donc, sont soumis à permis, bien sûr, l'installation, voire le renouvellement, mais également le déplacement, la transformation ou l'extension lorsqu'elle requiert l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3. Là, vous allez me dire, oui, mais enfin, vous venez de me dire que si j'étais en classe 3, que j'avais une classe 2, je faisais un permis d'environnement, et maintenant, vous me dites, si j'ai une nouvelle rubrique de classe 3, je ne suis pas soumis au permis. Non. Par contre, et on va en parler après, vous ne devez pas introduire une déclaration pour cette nouvelle activité. Vous devrez rédiger soumettre une inscription au registre aux fonctionnaires techniques. Alors, si en plus la transformation ou l'extension est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, ou qu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux, à ce moment-là également vous devrez faire de nouveau un permis, demander un permis pour une transformation ou une extension. OK? Alors, les procédures d'octroi, elles sont rythmées par des délais de rigueur.
Ces délais de rigueur sont des délais qui sont calculés en jours calendriers. Donc, samedi, dimanche et jours fériés, ils comptent. Comme pour vous tous les jours avec vos animaux, il n'y a pas de samedi, dimanche et jours fériés. Et bien, pour l'instruction du permis d'environnement, il n'y a pas de jours fériés non plus. Alors, la commune est le guichet des formalités en matière de permis d'environnement, permis unique. Donc, je vous disais pour la déclaration, mais c'est la même chose pour la demande de permis d'environnement ou de permis unique. Permis unique étant un permis d'environnement, vous avez un projet qui induit qu'il y a une construction, des actes et travaux, plus une demande de permis d'environnement. À ce moment-là, c'est un permis unique que vous demandez et vous demandez simultanément, pour un projet mixte, vous demandez simultanément le permis d'environnement et le permis d'urbanisme, ce qui a évidemment énormément de sens parce que si je vous refuse le permis d'environnement et que vous avez le permis de construire, ça n'a pas de sens et inversement la même chose. Je reviens à mes délais de rigueur et donc les délais de rigueur, ils sont rythmés et en fonction de la classe, à ce moment-là, le délai maximum est de 140 jours calendrier plus 30 jours de prolongation si nécessaire pour une classe 1, 90 plus 30 pour une classe 2 et la commune a 15 jours ou 30 jours pour vous préciser si votre déclaration est recevable. OK. Alors, qui autorise? Ben là, en fait, c'est le collège communal. Et sauf si votre installation, votre établissement est installé sur plusieurs communes. À ce moment-là, c'est le fonctionnaire technique. Et en fait, si maintenant vous avez des actes et travaux et qui sont visés par le D422 du Code d'été. Bref, si vous avez des travaux, des actes et travaux d'utilité publique effectués par une personne morale de droit public, etc., à ce moment-là, c'est le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, donc c'est lors des permis uniques, qui vont délivrer le permis. En général, la plupart, je vais dire que la grande majorité des permis qui sont octroyés pour des établissements d'élevage sont des permis dont l'autorité est le collège communal. OK. Alors, si maintenant vous avez un établissement de classe 1, donc avec une activité qui est classée pour son impact potentiel sur l'environnement de plus grande amplitude, à ce moment-là, en fait, il y a toute une procédure préalable. D'abord, vous devrez désigner un bureau d'études agréé en études d'incidence pour faire l'étude d'incidence. Vous devrez demander la désignation de communes impactées. En général, on fait ça au fonctionnaire technique. Et là, le fonctionnaire technique fait un rayon d'environ 3 à 5 km autour de votre établissement. Une réunion d'information préalable devra être organisée dans la commune et c'est le bureau d'études qui présentera le projet aux riverains qui seraient intéressés et qui viendraient à cette réunion d'information préalable. Là, on présente le projet et l'intérêt de ces réunions, c'est de voir un peu comment est ressenti votre projet au niveau des communes qui sont et des riverains qui sont autour de votre installation. C'est aussi l'occasion de collecter les commentaires et les remarques pour que, après ces commentaires et remarques, on y réponde, le bureau d'études y répond dans l'étude d'incidence sur l'environnement. Et donc, l'auteur d'étude devra élaborer une étude d'incidence où le cumul des impacts devra être
étudier, cumul des impacts. S'il y a plusieurs installations agricoles à proximité, ben, il faudra tenir compte de l'impact de chacune pour mesurer l'impact sur l'environnement. On aura aussi, comme je viens de vous le dire, la réponse aux remarques et commentaires. Et le bureau d'études devra faire des propositions de recommandations sur base de son analyse, ce qu'il estime qu'il y aurait lieu de mettre en place pour minimiser l'impact de l'activité. Alors, le dossier de demande, il est alors déposé avec l'étude d'incidence et la réponse aux recommandations. Donc, le demandeur devra répondre aux recommandations et se positionner en disant non, ça c'est absolument pas possible à faire pour telle et telle raison. Ça, je l'ai déjà fait et c'est fait. Et voilà d'ailleurs exactement comment je travaille. Et ou bien ah bah oui c'est vrai, bah écoutez, je ferai de mon mieux et je mettrai ça en œuvre de façon à ce que ce soit réalisé dans tel ou tel délai. Et donc, ce dossier doit être déposé à l'administration communale de l'endroit où vous avez votre établissement. Oui. Alors ici, c'est le cheminement du dossier. D'accord? Donc, en fait, la première étape du dossier, quand il a été déposé à la commune, je suis le demandeur qui est en bas à gauche, il va déposer sa demande d'autorisation à la commune. Et donc, c'est mon guichet unique. La commune, elle aura, donc je suis remontée là, et je vais vers la droite, la commune aura un délai de 3 jours. Là, ce ne sont pas des délais de rigueur, ce sont des délais d'ordre. Donc, ça veut dire que si elle en met 4, il n'y a pas de conséquences. Et même si elle en met 10, sauf à dire qu'à un moment donné, vous trouvez que ça ne va vraiment pas et que c'est beaucoup trop long et qu'à ce moment-là, vous pourriez le déposer directement au fonctionnaire technique. Mais je vous assure que en 11 ans de travail au DPA, je n'ai encore jamais eu le cas où ça venait directement du demandeur. Alors, le demandeur, après, on a le fonctionnaire technique, FT, fonctionnaire technique, c'est le nom qui est réglementé dans le décret. Le fonctionnaire technique qui se trouve être le directeur de la direction territorialement compétente du département des permis autorisations, donc du SPORNE, lui, il reçoit votre demande et il a 20 jours. Le sablier commence à tourner. Il a 20 jours calendrier. Donc, s'il le reçoit, par exemple, demain, eh ben, ça commence à courir et samedi, dimanche, lundi, ben, il lui restera 17 jours qu'on décomptera encore le week-end. Donc, il lui restera 15 jours, voire 13 jours pour apprécier de la complétude du dossier. Alors, si le dossier est vous, dans les 20 jours calendrier de la réception de la demande sur le bureau du fonctionnaire technique, vous devrez recevoir une notification. Et c'est un courrier qui vous dira votre dossier est déclaré complet recevable, le dossier est incomplet, et alors à ce moment-là, vous devrez rendre des compléments ou si, après avoir rendu une fois des compléments, ces compléments ne répondent pas à toutes les questions qui ont été posées dans le cadre de l'incomplétude, à ce moment-là, votre dossier est irrecevable et vous devez recommencer un tour. OK. On peut passer à la suivante. Ici, votre dossier, il est déclaré complet et recevable. À ce moment-là, de nouveau, à gauche, sur la table du fonctionnaire technique, FT, à ce moment-là, le fonctionnaire technique, il dit OK, il prévient, il vous a déjà prévenu, et en même temps, il a prévenu la commune, ou les communes concernées quand on est en classe 1 et qu'on a désigné plusieurs communes, qu'elles doivent, les communes, organiser une enquête publique. Alors, cette enquête publique,
elle est réalisée sur les communes dans lesquelles il y a des affichages pour les communes dans lesquelles il y a lieu de permettre aux citoyens de venir faire leurs remarques et leurs commentaires. Et en fonction du périmètre de la classe de votre établissement, classe 1 ou classe 2, dans les boîtes aux lettres d'un périmètre de 200 mètres de votre établissement pour les entreprises, pour les classes 1 et de 50 mètres pour les classes 2, il y aura un courrier qui sera adressé à tous les propriétaires des parcelles croisées et également un courrier, un document qui sera glissé dans les boîtes aux lettres concernées. Alors, en même temps, le fonctionnaire technique, lui, il va consulter. Il va consulter les instances d'avis. Il n'est pas omniscience. Donc, comme il doit gérer aussi bien de la sidérurgie, un garagiste, un verrier, un cimentier, un chimiste et un élevage, donc il n'est absolument pas omniscience. Et donc, pour que les conditions soient le plus adaptées possible et spécifiques à votre établissement, à ce moment-là, il va consulter les instances. Et les instances, il y en a certaines qui sont obligatoires. Et donc, du coup, celles-là, on va nécessairement les consulter. Et puis, il y en a d'autres qui sont facultatives. Et celles qui sont facultatives, le fonctionnaire technique va les choisir en fonction de critères qui sont liés au milieu dans lequel vous êtes installé, voire dans lequel vous êtes à proximité. Donc, on va peut-être avoir le département nature et forêt pour tout ce qui est Natura 2000. J'aurai peut-être la direction des eaux souterraines parce que vous êtes au droit d'une nappe phréatique ou en zone de prévention de captage. On va peut-être consulter l'Agence wallonne de l'air et du climat. Et donc, voilà. Et donc, toutes ces instances, elles ont 30 jours si on est en classe 2 ou 60 jours, toujours calendrier, si on est en classe 1, pour rendre un avis. Parallèlement à ça, donc je vous ai dit que la commune devait organiser une enquête publique et donc elle va organiser une enquête publique et cette enquête, en fonction de nouveau de la classe de l'étape de la demande ici, de la demande, je vais avoir soit 15 jours calendrier d'enquête, soit 30 jours d'enquête publique. Alors, une fois que cette enquête est réalisée, le collège communal dresse un PV de l'enquête et il l'adresse aux fonctionnaires techniques. Ensuite, il y a les instances d'avis, elles auront transmis leur avis aux fonctionnaires techniques. Et sur base des commentaires qu'on aura reçus dans le cadre de l'enquête publique, peut-être aussi de l'avis qui a été délivré par le collège communal, et sur base des avis des instances, le fonctionnaire technique va proposer une décision au collège communal. Et donc, dans cette décision, il va proposer des conditions et il devra avoir motivé ces conditions. Pourquoi est-ce qu'il fixe telle et telle condition? Donc voilà, ici, quand on voit, on a l'avis final et donc le dossier plus les avis. Dans le cadre des jours qui sont les délais de rigueur, le fonctionnaire technique va alors à ce moment-là proposer à l'autorité compétente, donc je traverse en diagonale de haut à droite, en bas à gauche, et c'est le fonctionnaire technique qui propose à l'autorité compétente qui est le collège communal. L'autorité compétente, elle 30 jours en classe 1 ou 20 jours en classe 2 pour notifier la décision d'autorisation qui est en général une autorisation conditionnelle ou bien un refus. OK? Alors, oui, une fois que c'est fait, c'est des actes administratifs et des décisions d'autorité compétente. Une fois que l'autorisation vous aura été notifiée,
à ce moment-là, la commune devra l'afficher. Et donc, elle va l'afficher et et les riverains auront l'opportunité de venir consulter la décision et tout comme le demandeur, s'ils estiment qu'ils ont que l'autorisation qui a été délivrée ne correspond pas à ce qu'il y aurait eu lieu de décider, voilà, il y a quand même encore beaucoup de bruit, etc. Et que ça n'a pas été assez motivé. Je dis du bruit, ça peut être tous les impacts. À ce moment-là, ils peuvent, que ce soit les riverains qui ont un intérêt qui sont vraiment concernés, parce que si c'est un riverain qui habite 4 communes plus loin et qui se plaint, il n'a pas d'intérêt dans l'histoire, ou alors il faudra qu'il l'explique. Et le demandeur peut également introduire un recours. OK. Alors, ici, comment? Donc, il y a un commentaire que je tiens à formuler parce que c'est quelque chose qui doit être bien compris. C'est que la transformation ou l'extension d'une installation qui a pour conséquence d'étendre un établissement sur des nouvelles parcelles, donc celles qui ne sont pas reprises dans les demandes antérieures, nécessite un permis d'environnement ou un permis unique. Et donc, par exemple, si vous avez l'intention de construire un nouvel hébergement, et que en fait vous dites mais oui, mais de toute façon moi c'est les mêmes, je fais simplement que de donner plus d'espace à mes bêtes et donc je n'ai pas plus de bêtes, donc je ne vois pas en quoi j'étends mon établissement. Si vous étendez votre établissement puisque vous avez une extension géographique de l'établissement, ce qui implique un élargissement du rayon d'enquête. Je vous ai dit tout à l'heure, le rayon d'enquête, c'est le rayon de 50 ou de 200 mètres qui est calculé à partir de votre établissement, d'unité géographique, et donc il y a une augmentation potentielle des risques ou des nuisances. C'est une augmentation potentielle de se rapprocher d'une zone d'habitat, de se rapprocher d'une zone Natura 2000, de se rapprocher ou bien de se rapprocher d'être dans une zone de prévention de captage. Oui? Alors, voilà, la structure d'un permis d'environnement. Quand vous avez votre permis, vous vous dites victoire. Je suis en ordre pour avoir mes aides. Ouf, tranquille. Non, on ne reste pas tranquille. Désolé. Le permis, il est construit autour de 3 grands chapitres. Je vais appeler ça comme ça. Il y a le chapitre des visas. C'est quoi les visas? C'est tous les documents, législation, études, résultats d'enquête qu'on a reçus. Et donc, tous les documents sur base desquels on va instruire le dossier. Ensuite, on va avoir les considérants, la justification. Et donc là, on discute les motifs de droit et de fait qui permettent d'octroyer ou pas ou comment un permis d'environnement. Et ensuite, à partir de arrête, là, vous avez le dispositif. Et ce dispositif, il décrit à la fois votre établissement, et donc de dire j'ai une installation avec 2000 porcs, j'ai une distribution de carburant à pistolet, j'ai un forage avec une prise d'eau de autant, etc. Ça, c'est le descriptif et ça, c'est ce qu'on vous octroie. Et puis ensuite, on met les conditions d'exploiter. Et donc, on vous dit, OK, vous pouvez prélever de l'eau, mais il vous faut un compteur, il faut vérifier la qualité de l'eau, etc. Et il faut avoir une zone de prévention de captage de 10 mètres aux alentours du forage, etc. Donc ça, c'est comment est établi un permis. OK? Alors, en fait, quand je vous dis que ce n'est pas fini, c'est que l'exploitant, vous ou le demandeur, il va devoir tenir à jour un registre. Alors, c'est quoi un registre?
c'est qu'en fait, on vous autorise les différentes installations, dépôts de substances ou dépôts de déchets. Hein, le nombre de, vous pouvez, comment dire, avoir, si vous avez un élevage, ben, vous pouvez nécessairement avoir un endroit où vous pouvez stocker les cadavres. À ce moment-là, toute transformation ou extension qui affecte le descriptif ou les plans annexés. Donc, je déplace ma fosse à lisier. Ben voilà, ça peut avoir des conséquences par rapport, je vous disais, aux eaux souterraines. Doit être consigné dans un registre par l'exploitant. Ce registre est envoyé au collège communal et aux fonctionnaires techniques tous les ans à la date anniversaire du permis. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a rien qu'à bouger, ben, il n'y a pas de raison d'envoyer un registre. Mais si vous avez déplacé des activités ou des installations, là, il faudra envoyer un registre aux fonctionnaires techniques. À ce moment-là, le suivant, oui, là, nous décrivons qu'est-ce qu'un registre. Et donc, c'est comme je vous disais, ici, le descriptif que l'on a après le arrête, il va y avoir, vous aurez un tableau qui reprend I1, étape de bovins de plus de 6 mois 170, étape de I2, une étape pour les veaux 30, pardon, un hébergement à pouvoir accueillir 30 veaux, un puits, une distribution de carburant, un stockage d'engrais. Mais en fait, quand vous allez faire votre registre, vous allez à ce moment-là dire ah ben oui, je suis passé de 170 à 220, 60 possibilités d'héberger des bovins de plus 6 mois. Et donc, c'est modifié par rapport à ma capacité autorisée. Pour les veaux, ben, il n'y a rien qu'à bouger, donc c'est inchangé. Le puits, j'ai augmenté ma capacité, enfin je veux prélever plus que ce qu'il m'a été autorisé. J'ai ajouté une classe 3 à une distribution de carburant, elle n'avait pas été autorisée. J'ai une distribution pour un pistolet, et donc là, dans le registre, j'ajoute ma classe 3. Je ne fais pas de déclaration à la commune. C'est par le registre que vous pourrez être autorisé. Et pareil pour les engrais, ici, ben, on a augmenté la capacité, donc c'est modifié. Étant donné que depuis l'adoption du code bien-être animal, il a prévu que le bien-être faisait partie des objectifs animaux, faisait partie des objectifs du permis d'environnement, et donc il faut qu'on ait des informations sur le fait que être passé 170 à 260 bovins dans une étable, est-ce que je garde encore bien les prescriptions nécessaires pour garantir le bien-être animal? Et donc ça, des formulaires circulent, et ces formulaires sont pas officiels parce qu'ils n'ont pas été signés par le ministre, mais ça n'empêche que sans cette information, le dossier est incomplet. OK? Alors, oui, quelque chose, en fait, au fil du temps, donc le décret a été adopté en 99, il est entré en vigueur en 2002, donc ça fait déjà 23 ans. Et en 23 ans, il y a eu des modifications dans la classification. Et donc, des établissements et des installations et activités. Et donc, il y a certaines activités d'élevage qui étaient classées en classe 2, pour lequel il fallait donc du coup un permis d'environnement, qui sont maintenant passées en classe 3. Ça veut dire que si l'établissement n'a aucune autre rubrique de classe 2 activée que celle pour laquelle il a obtenu son permis d'environnement, à ce moment-là, il peut renoncer à son permis de classe 2, soit en informant le FT et introduisant une déclaration de classe 3, soit maintenant dans la phase de renouvellement, ben, il ne doit plus demander un permis de classe 2, mais bien introduire une déclaration de classe 3. Donc il faut bien vérifier que dans votre établissement, outre l'élevage qui serait passé de classe 2 à classe 3, vous n'avez pas d'activités qui font que vous seriez en classe 2 pour une autre activité ou installation. Oui, au suivant. Alors, comment est-ce que ça se passe pour l'acceptation de l'inscription au registre? Alors,
le fonctionnaire technique, il a un délai d'ordre. Et là, désolé, mais en effet, il est écrit 15 jours dans le décret, donc je ne vais pas vous inventer des délais, mais nous sommes vraiment en grande difficulté pour vous répondre dans ces délais. Cela dit, il faut qu'on ait les informations complémentaires. Le fonctionnaire technique pourrait vous demander des informations complémentaires si, par exemple, vous n'aviez pas ajouté votre formulaire bien-être animal. Et s'il y a une augmentation du nombre d'animaux qui est relativement importante, ici c'était quand même pas mal dans notre exemple, à ce moment-là, on demande l'avis de la direction de la qualité qui est aussi compétente en matière de bien-être animal. Et donc, après cette analyse, le fonctionnaire technique vous notifie si ça suffit de l'inscrire au registre, et donc là, vous êtes en ordre, ou s'il y a risque d'aggravation des dangers, extension de la zone géographique et que sais-je, à ce moment-là, il faudra demander un permis et il vous signifiera ce que vous devez faire comme démarche. Oui? Et ben voilà. J'en suis arrivée à la fin. Alors ici, on vous a mis les références du site internet qui est dédié au permis d'environnement. Et ce site internet, il fait un petit peu un parcours usager. Et donc, si je vois en dessous de le permis d'environnement, il est mis j'ai un projet. Et là, quand j'ai un projet, on vous dit est-ce que je suis concerné, est-ce que je dois demander un permis, si oui, de quelle classe. On vous donne toutes ces informations, comment je prépare mon dossier, etc. Il y a l'onglet plutôt citoyen. J'ai un projet qui me concerne dans les environs. Ben, est-ce que je vais être informé, etc. Et vous avez aussi dans les nouveautés, quand on a une information à vous faire passer, et plus d'infos. Ça dit bien ce que ça veut dire. Les ressources, là, vous aurez aussi accès à d'autres informations et on vous redirige vers les endroits nécessaires et la législation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je laisse Florence gérer le débat. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Marianne. En effet, il y a eu des questions. Et alors, je rappelle aux participants qu'on a mis dans la conversation le lien directement vers le portail de l'environnement pour ceux qui souhaitent aller le consulter. Alors, il y a une première question d'Armel Copuste. Comment trouver facilement les conditions intégrales sectorielles liées aux différentes rubriques du permis d'environnement maintenant que la plateforme permis d'environnement a été revue? Alors ça, c'est peut-être Est-ce que je pourrais peut-être ajouter une question concernant ça? Pourriez-vous rappeler la définition des conditions intégrales, des conditions sectorielles avant de répondre à la question? Oui, je prends le relais, hein, comme Marianne a beaucoup parlé. Donc, en fait, pour faire simple, on va dire que les conditions intégrales concernent toutes les activités, enfin, concernent en tout cas des activités de classe 3, pour lesquelles des conditions intégrales ont été validées par le gouvernement. Les conditions sectorielles concernent principalement les activités de classe 2, et alors on a aussi une autre catégorie qui sont les conditions sectorielles et intégrales, où là, elles sont applicables en fonction de l'activité, mais c'est décrit dans les conditions. Alors, pour retrouver les conditions sectorielles ou intégrales, il y a moyen de les retrouver sur Walex. Sinon, en tapant sur dans Google les conditions intégrales en question, il y a moyen de les retrouver. En fait, les pages n'ont pas complètement disparu, elles ont été remises. Donc, il y a moyen de les retrouver assez facilement. Alors, il y avait également je vais peut-être juste compléter, parce que l'inquiétude de madame, on la connaît, c'est qu'en fait, on avait un outil pour sélectionner les rubriques et qui permettait aussi d'avoir des tas d'autres informations liées à la rubrique, si j'avais une sectorielle, etc., ou une intégrale. Et cet outil, en fait, malheureusement, on n'a pas pu le conserver tel quel, étant donné qu'il était écrit dans un langage informatique qu'on n'a pas pu
qui ne supportait pas le passage à différentes applications. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer. Avec la cyberattaque, ça a encore été pire. Et donc là, notre objectif est de remettre un outil pour les rubriques. Mais chaque chose en son temps, malheureusement, on ne sait pas tout faire en un jour. Et alors, il y avait une deuxième question d'Armel Copus. À qui peut-on adresser des questions d'interprétation en lien avec le permis d'environnement ou d'autres réglementations agricoles? Oui, donc là, vous avez une adresse générique. Marianne, c'est permis.environnement, hein, c'est celle-là, hein, C'est celle de la permis, centrale. oui, c'est permis.autorisation avec s.environnement @spw.wallonie.be. Alors, s'il s'agit de questions, par contre, propres à un établissement dont le permis va arriver à échéance ou des questions plus par rapport à un projet d'extension ou autre, là, je vous conseille plutôt à vous rediriger vers le fonctionnaire technique compétent territorialement, hein. Oui, donc en fait, Alors, peut-être oui. quelque chose. En fait, donc, on est organisé comment? On est organisé, il y a 4 directions extérieures au département des permis d'autorisation qui instruisent les dossiers en première instance. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a une direction à Liège pour la province de Liège, compétente sur toute la province de Liège. On a une direction Namur-Luxembourg dont M. Monachino est le fonctionnaire technique directeur qui est compétent pour la province de Namur et de Luxembourg. Nous avons aussi une direction à Charleroi qui est compétente pour la province du Brabant wallon et pour le Hainaut Est. Et on a une direction à Mons qui est compétente pour le Hainaut Ouest. Alors, il y a une question supplémentaire. Oui, parce on s'est partagé le temps des questions-réponses avec Florence. C'est pour ça que j'interviens. On a également une question de Monsieur Juretic d'Anden. Bien, c'est qu'en est-il pour une piste équestre qui est déjà couverte par une déclaration de classe 3 et que l'exploitant veut agrandir? Donc, si on a bien compris, c'est une nouvelle déclaration de classe 3 à refaire. S'il veut ensuite ajouter une nouvelle piste ronde, en plus plus tard, c'est à nouveau une classe 3, alors que c'est toujours dans la même rubrique reprise dans la première déclaration. Et que, si on interprète, c'est uniquement la surface totale de la piste qui augmente. Donc, dans ce cas-là, est-ce que, si j'ai bien compris la question, il faut faire ou une déclaration de classe 3 modifiée 2 fois? Donc, une première fois parce qu'on a agrandi et une deuxième fois parce qu'on a mis une piste ronde, voire l'agrandissement égale la piste ronde. Ouais. C'est le genre de question qui permet en fait de pour lequel il faut se repencher dans la définition, dans l'intitulé de la rubrique, hein. Je ne les connais pas toutes par cœur. Il faudrait voir comment elle est écrite. Alors, je regarde, hein. Alors, vous pouvez, quand vous allez regarder, Oui. tout le monde a accès à ce que vous faites pour l'instant? J'ai un Word, Oui, j'ai oui, un non, Word non, pour alors le ça. moment, donc voilà, Non, c'est c'est parce un que je me peu. disais que si c'était via un serveur public, Alors, c'était l'occasion de m'expliquer. non, en fait, la question, justement, en fait, ça valait la peine de se repencher dessus. Parce que quand on lit l'intitulé de la rubrique, on dit hippodrome et manège, installation destinée à l'équitation comportant une ou plusieurs pistes dont la surface totale est inférieure à 2000 m². À ce moment-là, on reste en classe 3. Mais si on dépasse cette surface, donc de l'ensemble des pistes, à ce moment-là, on bascule en classe 2. Donc, si on reste en deçà des 2000 m², il faut effectivement faire une nouvelle déclaration à chaque extension. Mais à partir du moment où on a dépassé
d'1 mètre carré, je veux dire, ce seuil des 2000 mètres carrés, à ce moment-là, on abandonne la déclaration. Il faut introduire un permis d'environnement qui englobera l'ensemble des pistes. Il y a Et si justement je devais... une question complémentaire par rapport à ça avec le registre des modifications, s'il doit être envoyé aux fonctionnaires techniques et en même temps à la commune. Oui. Alors, Pour le moment, oui. c'est toujours écrit comme ça. Maintenant, il faut que vous sachiez que l'OPW, lui, s'il n'a pas la réponse du fonctionnaire technique, il ne va pas respecter, enfin, il ne va pas accepter cette réponse de la commune. Voilà, donc ici, pourquoi? Ben parce qu'en fait, l'expertise en matière est plus importante au SPO-RNE que dans les communes où il risque d'y avoir de la compréhension qui est moins technique que celle que nous avons nous-mêmes. Alors, Élise Patin pose une question concernant la dématérialisation des permis. Comment cela va-t-il se passer? Pour quand est-ce prévu? Et y aura-t-il des séances d'information quand ce dématérialisation des permis sera applicable? Alors, la dématérialisation du permis d'environnement. C'est un peu le montre du Loch Ness ou bien comme Sir Anne, je ne vois rien venir. Mais sachez qu'on y travaille ardemment et on est aussi, c'est devenu une priorité du gouvernement actuel. Donc, on est en phase finale, on a pratiquement tous les outils. Maintenant, c'est la mise en production, les derniers tests, etc. Et comme Madame le fait, je pense que c'était une dame, le fait remarquer, vous avez besoin aussi d'avoir une information. Alors, comment ça va fonctionner? La dématérialisation, les demandeurs pourront, et voire les exploitants, pourront encoder leur formulaire via Mon Espace. De même qu'ils pourront encoder leur registre. Alors, pour ces informations, alors la procédure est la même que celle que je vous ai démontrée, sauf à savoir que soit vous allez le demander de manière électronique, auquel cas vous allez recevoir toutes les notifications de manière électronique, ou vous allez le demander sous format papier et on vous répondra sous format papier. Alors, quand? Parce que c'était ça la question. Et donc, nous, ce que l'on a comme objectif, et je vous dis, le gouvernement wallon est derrière nous, nous pousse dans le dos, et tant mieux quelque part s'ils nous soutiennent, comme ils nous soutiennent, ce serait à partir du début 2026 et que toutes les communes permettent la dématérialisation pour le 1er janvier 2027. Ça approche. Alors, je pense que vous avez déjà partiellement répondu concernant la demande des registres de modification, l'autorité compétente pour l'enregistrer. Donc, je pense qu'il était bien indiqué, vous avez bien dit qu'il fallait l'envoyer au collège et aux fonctionnaires techniques, mais quelle est l'autorité qui officialise l'envoi, l'enregistrement? Si c'est le fonctionnaire technique, combien de temps a-t-il et peut-il refuser le registre? Mais je pense que vous avez déjà un peu évoqué la question, Madame Petitjean. Oui, Oui. le fonctionne. Ah, vas-y. Ouais, c'est pareil. Oui, effectivement, on peut refuser un acte au registre, hein. Donc, imaginons, on va repartir de l'exemple de la piste équestre. On est dans un établissement de classe 2. J'invente, hein, pour la détention de bovins, et en même temps on a une piste équestre sur le côté. Si on se rend compte que la piste équestre pour le moment est de classe 3 et qu'on veut l'étendre et qu'on dépasse le seuil de la classe 2, bah, nous, si c'est acté dans le registre, on dira ben non, on ne peut pas autoriser, je veux dire, enfin on ne peut pas en tout cas acter cette nouvelle piste parce que on a une nouvelle rubrique de classe 2 qui va être applicable, et donc il vous faut un nouveau permis. Mais ça, l'analyse du registre en tant que tel, c'est à notre niveau, donc c'est au niveau du DPA, je veux dire qu'elle se fait, hein. Le collège va prendre acte lui aussi de son côté par rapport au registre, hein. Alors, il y a également une question de
Caroline Stallmans. Et là, je pense que c'est important peut-être de repréciser une petite notion. Nous venons de voir qu'un permis d'environnement de classe 1 ou 2 est valable 20 ans. Si des rubriques de classe 3 figurent dans ce permis, dans ce type de permis d'environnement, le délai est aussi de 20 ans. Je Oui, pense qu'il faut un peu, oui, oui. je vais dire Donc en fait, réexpliquer le fait que la coexistence du permis avec la déclaration. c'est ça. Donc en fait, comme Marianne l'a dit, si vous êtes dans un établissement de classe 1 ou de classe 2, soumis donc à permis d'environnement, c'est la réglementation relative au permis d'environnement qui est d'application. C'est-à-dire que si on vient avec une extension ou avec une installation ou un dépôt de classe 3, on n'est pas dans le régime de la déclaration, on est dans le régime du permis d'environnement. Et donc cette activité est couverte par le permis, et donc pour un maximum de 20 ans. Si on vient par après avec une extension de classe 3, il ne faut pas déposer de déclaration, ça passe via le registre et l'autorisation pour cette installation est alignée, enfin s'aligne avec le permis. Alors, une autre petite question, c'est si le classe 2, c'est le permis de classe 2, est arrivé à échéance et que l'établissement passe en classe 3, vous avez évoqué qu'avec les changements de réglementation, on pourrait éventuellement passer de la classe 2 à la classe 3, suite au changement de réglementation de 2004 et aujourd'hui, suite à des changements, pardon, entre 2004 et aujourd'hui, faut-il tout de même envoyer les courriers de renoncement? Je crois qu'on a courrier de Oh. renoncement, on a. Ben, en fait, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avertir en tout cas et le collège et le fonctionnaire technique qu'il y a une cessation des activités, enfin pas une cessation, mais en tout cas un abandon du permis. Donc ça veut dire que on n'a plus d'activités de classe 2 sur le site même et que il ne reste plus que des activités de classe 3. Mais ça, c'est un peu, je veux dire, à l'exploitant à voir s'il a intérêt à le faire ou pas, en sachant qu'après il est soumis au régime de la déclaration. Alors, Julien Delacroché pose la question suivante concernant les extensions des établissements sur des nouvelles parcelles. Le demandeur peut-il indiquer toutes ces parcelles dans le formulaire de demande pour éviter de devoir réintroduire un permis en cas d'extension? Donc, on est dans le cas de la construction de hangars agricoles, par exemple. Alors, voilà, pourriez-vous peut-être repréciser dans ce cas-ci, en fonction de cette question-là, ou appliquer cette notion d'unité technique et géographique dans le cadre du cas présenté? Oui, donc en fait ici, à partir du moment où on va avoir une activité qui va s'étendre au-delà de ce qui est repris dans le permis, on considère qu'il y a un risque d'aggravation des nuisances vis-à-vis du voisinage. Donc si les parcelles en question sont reprises dans le permis d'environnement et pour lequel il n'y a pas de construction pour le moment, et que par après on vient avec un hangar pour y déposer quoi que ce soit pour lequel il faudra un permis d'urbanisme, le fonctionnaire délégué ou la commune va nous interroger, tiens, est-ce que cette extension est susceptible d'avoir un certain impact par rapport à l'aggravation des nuisances. Donc là, en fonction, je veux dire, c'est du cas par cas, hein. Donc nous verrons bien. Oui, Marianne, tu veux... Ben oui, je voulais ajouter que de toute façon, il faut faire un registre. Donc ça veut dire que si en effet on se dit oh chouette c'est pas grave hein, j'ai toute cette propriété là je vais la mettre toute et comme ça ils vont me foutre la paix jusqu'à ce que quand j'aurai tout construit ben non. Il faut que vous fassiez des registres. Donc on va nous avoir apparaître une nouvelle étable et avec le même nombre ou pas le même nombre d'hébergements possibles et donc on va se poser des questions. Donc si c'est pour éviter de devoir faire des permis, je comprends, hein, c'est des procédures lourdes, des procédures longues, même si elles sont rythmées par des délais de rigueur. Mais donc, du coup, ici, moi, ce que ok, c'est vous qui devez faire vos calculs. Mais quoi qu'il arrive, il nous faudra un registre parce que quand on va voir arriver, on a un système de visualisation du géoportail et on voit les nouvelles constructions, etc. Donc, on se pose des questions. Alors, je ne dis pas qu'on passe notre temps à chercher qui a construit et qui a changé, hein, sûrement pas, on n'a pas le temps.
Mais je veux dire, voilà, c'est une question que vous devez vous poser au moment où vous faites votre permis ou que vous faites votre installation. Alors, j'ai une petite question subsidiaire. En cas de même activité, donc un agriculteur a une étable dans le village et il a une étable délocalisée, par exemple à l'extérieur. Est-ce que c'est considéré comme l'ensemble, est-ce que c'est considéré comme la même unité technique et géographique pour laquelle on demandera qu'un seul permis, ou y a-t-il éventuellement des notions de distance qui font que l'on doit considérer ces deux unités techniques et qu'on doit considérer cette activité comme faisant partie de deux unités techniques et géographiques et donc deux permis d'environnement différents? Ici, s'il y a une distance de ne serait-ce déjà que quelques parcelles entre les deux, c'est deux unités géographiques déjà différentes Ah oui. et techniques par la force des choses. Donc ici, il faudra deux Il n'y a permis pas une différents. distance prévue Il dans n'y a pas de dans les distance circulaires. prévue. Donc c'est une unité, quoi. Donc c'est juste à côté. Et donc, quand on hésite justement, à qui doit-on s'adresser à la commune pour voir s'il faut un ou deux permis d'environnement? Mais Il ici, vaut, il c'est vaut mieux vis-à-vis de qui? s'adresser aux fonctionnaires techniques compétents. Voilà. Et donc ici, c'est aussi quelque chose de très spécifique. Alors il y a des conditions sectorielles, il y a des conditions intégrales, il y a des règles, il y a des activités classées, etc. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas l'unité technique et géographique, hein. Et donc, c'est pas parce qu'on est de l'autre côté de la rue que nécessairement on ne fait pas partie de la même unité technique et géographique. Je prends un exemple qui n'est pas agricole. J'ai un garagiste qui travaille d'un côté de la rue et juste en face, il a ses stockages. Ça fait partie de la même unité technique et géographique, même si la rue n'est pas cadastrée. Donc voilà, c'est vraiment c'est une analyse que font les agents du DPA par rapport à cette notion d'unité technique et géographique. Alors, il est 14h08. Je vous suggère, si vous avez encore un peu de temps, de continuer les quelques questions qui sont posées par nos auditeurs et éventuellement ceux qui ont des réunions ou d'autres activités, ben voilà, ils peuvent nous quitter. Alors, en ce qui concerne la question de Lucie Houbeek, est-ce qu'une zone aménagée, bétonnée de nettoyage des machines agricoles est reprise comme une activité classée? Zone bétonné, aménagé de nettoyage des machines agricoles. Donc, je suppose qu'on a fait un béton et on a prévu une lance pour l'eau pour nettoyer les machines. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une entreprise, au sens large, on va dire, il y a une rubrique qui est la rubrique nettoyage. Donc, c'est une aire ici équipée d'un nettoyeur haute pression. Donc, on a une rubrique de classe 2 pour ce genre d'activité. Donc, effectivement, c'est une installation qui est classée. Elle est classée. Donc, on aurait même une exploitation de classe 3 au niveau agriculture, nombre de bêtes, etc. Dès qu'on a une petite zone de nettoyage, Mais c'est automatiquement une classe 2. alors, non, il s'agit, enfin, là aussi, Mais c'est un peu c'est du cas par cas, justement. Oui. C'est un peu du cas par cas. Il faut voir un peu de quoi est constituée la flotte en question. Donc, je prends un autre exemple non agricole. J'ai une société, je veux dire, qui dispose de plusieurs camions de chantier, qui dispose d'une aire de nettoyage pour ses véhicules. Ben, c'est une aire de nettoyage équipée d'un nettoyeur haute pression soumise à la rubrique car wash. Maintenant, si c'est un particulier, enfin, si c'est une entreprise qui n'a qu'un seul véhicule et que de temps en temps il va nettoyer sa voiture, là, non. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on peut répondre notamment en cas de doute, consulter le En cas de doute, fonctionnaire. ouais. Et alors, Isabelle Leclou de la ville de Limbourg, vous en avez mentionné un délai de 15 jours ou de 30 jours pour les déclarations de classe 3. Dans quel cas avons-nous 30 jours et non 15? Donc, Isabelle Leclou, je suppose que... Non, elle travaille à l'administration communale de Limbourg. Eh bien, je n'ai pas la réponse. Je vais aller relire parce que c'est c'est une excellente question. Et je vous avoue qu'en lisant, je me suis dit, mais enfin, Marianne,
quelle est la différence pour les 15 et les 30 jours. Donc, si madame est d'accord, nous renverrons une réponse circonstanciée après ce séminaire. Et Tout à je fait. peux justement rebondir et rappeler aux participants qu'il y aura un mail qui sera transmis avec le lien du replay, les liens utiles et la présentation en PDF. Donc, il y aura aussi les informations. Alors, Freddy Carlier pose la question suivante. Faut-il une déclaration classe 3 pour de la culture uniquement sans stockage de matière? Donc, c'est un agriculteur qui ne fait que de la culture sans stockage de matière. Je me pose quand même la question, y a-t-il un hangar pour les machines ou non? Voilà, parce que quand il dit qu'il ne fait que de la culture uniquement, Alors, a priori, non, sauf pour les activités parallèles, comme on l'a évoqué en début de présentation. Il pourrait très bien y avoir un dépôt de mazout entre 3000 et 25 000 litres, par exemple, qui nécessite une déclaration environnementale. Mais la culture, à proprement parler, un terrain de culture, lui, n'est pas soumis à déclaration environnementale. alors, Valérie Samin, qui est très actif dans son entreprise concernant le renouvellement des permis d'environnement de classe auprès des producteurs laitiers, donc il travaille dans une laiterie, classe 2, faut-il conserver au maximum les codes B, I et D? Peut-être que vous pourriez rappeler ce que c'est les codes B, I et D. Utilisés il y a 20 ans, autrement dit, faut-il conserver le plus possible la même numérotation des bâtiments, installations, dépôts, etc. Il- Alors, si ça remonte à il y a 20 ans, ça veut dire qu'un nouveau permis doit être déposé incessamment sous peu, si ce n'est déjà fait. Et donc, c'est l'occasion de repartir d'une feuille blanche. Donc, la numérotation, ici, elle sera actée dans le nouveau permis. Et s'il y a par la suite, via un registre, via un permis en extension, de nouvelles installations, donc oui, donc B, c'est bâtiment, D, c'est dépôt. Enfin, on a DS pour dépôt de substances, DD pour dépôt de déchets, I pour les installations. On a aussi R pour les rejets et, et D pour les déversements. Donc, il va falloir incrémenter ce qui sera repris dans les permis. Et même si vous avez eu, enfin, en tout cas, s'il y a des participants qui ont reçu un permis depuis, Marianne corrige, mais je pense que c'était au printemps 2021, donc, ouais, printemps 2021, donc depuis qu'on a nos nouveaux systèmes informatiques, si vous avez reçu un permis depuis, vous reprenez en fait cette numérotation-là, la numérotation qui est reprise dans le permis. Vous l'incrémentez, vous pouvez supprimer des installations, des dépôts, des caractéristiques si vous n'en avez plus dans votre établissement, mais il ne faut pas réutiliser ce numéro, hein. Donc imaginons qu'on a 10 installations et que l'installation 5 n'existe plus, et que vous revenez avec une extension, vous n'allez pas réutiliser cette installation parce qu'elle a été reprise dans un permis, on repart à I11, donc on continue d'incrémenter. Peut-être une question très précise de la dia 33. La dia 33, c'est la dia du contenu du registre. Dans le cadre, si je fais le prolongement de la dia précédente, concernant les permis. Alors, la première question, est-ce que le registre en question, ça a la même notion concernant les permis ou les déclarations? Donc, on a dans la première ligne, concernant les étapes de bovins de plus de 6 mois, la capacité autorisée de 170 bovins, la capacité actuelle de 260. Donc, ça doit être mentionné dans le registre, comme vous l'avez dit. Vous avez mis statut modifié. Est-ce que ça veut dire que l'agriculteur en question doit automatiquement demander un nouveau permis d'environnement ou suffit-il de l'indiquer dans le registre qui sera envoyé annuellement? Attendez, donc si je comprends bien, en fait, dans le registre, il doit nous indiquer quelles sont les modifications qui ont été apportées Oui, dans donc ici, dans l'établissement. votre cas, on passe de 170 à 260. Oui. Donc, il y a une modification du nombre de bovins. Et, euh, et donc, la question est de. Donc De savoir, j'ai pas. Oui. la question précise, donc ça doit faire partie du contenu du registre. Oui. Hein, ça doit être mentionné dans le registre. Est-ce que donc le registre doit être envoyé annuellement? Est-ce que l'envoi du registre suffit
ou doit-il demander un nouveau permis d'environnement puisque on passe de 170 à 260, tout en restant dans la même classe? Mais ça, c'est l'analyse du registre qui va nous permettre de déterminer s'il faut un nouveau permis ou pas, si on est toujours Ah avec la oui, même rubrique. Donc là aussi, c'est du cas par cas. oui. Donc, en termes de procédure, la personne concernée peut l'indiquer dans son registre, Oui. peut, au bout de quelques mois, annuellement, envoyer le registre. Mhm. Puis ensuite, le fonctionnaire technique va analyser le contenu du registre. S'il faut un nouveau permis, vous allez le prévenir, ou Oui. doit-il, lui, automatiquement savoir à l'avance qu'il doit avoir un nouveau permis? Alors, c'est uniquement dans le cas où il y a une nouvelle rubrique de classe 2, où là, il faut directement introduire une demande de permis sans passer par le registre. Donc, ce qui veut dire que si on ne fait qu'une augmentation du nombre d'animaux, sans, en restant bien sûr dans les limites de la classe, il suffit de l'indiquer sur le registre et de envoyer ce registre. Voilà, Il c'est ne faut ça. pas Et sur base, nécessairement introduire une nouvelle demande de permis d'environnement, même si on est dans une classe 2, voire 3. même si Voire vous, 3. enfin, pour autant que vous restez dans les limites Tout de à la fait. classe de la classe de l'activité. Mais je Il y a pense que juste c'est bien de le mentionner clairement parce que ce n'était pas, c'est pas toujours clair dans les campagnes. Il y a une question par rapport au formulaire du registre proposé par le SPOE. Est-il obligatoire ou non? Ça, c'est plutôt dans la forme. Alors, en fait, il n'est pas obligatoire. Maintenant, les informations dont on a besoin, c'est celles qui sont listées. Alors, il faut savoir que quand on aura le formulaire qui sera en ligne, si je reprends le tableau de la page 33, là, enfin du slide 33, ça veut dire que lorsque l'exploitant ouvrira son dossier, je vais dire comme ça, parce que chaque établissement a un numéro. Ils vont recevoir un numéro, ils ont un numéro d'établissement dans notre banque de données. Ce numéro d'établissement se retrouve dans tous nos courriers. Et donc, quand le formulaire, et j'espère que d'ici 2 ans, je pourrai vous le présenter et que vous l'aurez déjà peut-être utilisé, à ce moment-là, quand l'exploitant voudra faire son registre, il introduira son numéro d'exploitant et il aura directement en ligne le descriptif I1, I2, I3, I4 et IDS1 dans ce cas-ci. Il verra donc le libellé plus la capacité autorisée et à la place d'écrire autorisé et actuel, il changera 170 par 260, mettra que le statut est modifié et donc à ce moment-là, nous on verra la même chose que ce que lui a encodé et tout le monde aura le même descriptif. Donc c'est vraiment le descriptif depuis le printemps 2021. On demande à tous les exploitants, quand ils demandent une extension, une transformation ou qu'ils font un registre, de bien garder la numérotation complète. Et comme l'a dit M. Monachino, si une activité, une installation est supprimée, le statut sera supprimé. Mais on ne viendra pas y remettre une autre activité pour le même numéro. Ces numéros ont énormément, ou ces caractéristiques, elles doivent aussi être reprises sur un plan. Et donc, ça veut dire que vous pouvez très bien ne pas changer ne rien changer, si ce n'est le déplacement de l'une ou l'autre de vos activités. Et donc, si par exemple, vous venez vous avez un nouveau distribution de carburant, c'est un seul pistolet et c'est un classe 3, ok. Mais si sur le plan, je le vois dans le périmètre des 10 mètres du forage, je vous dirais, ça ne va pas du tout, ça. Hein. Et donc voilà, ici, c'est vraiment le descriptif, il est commun et il est commun aux demandeurs, aux exploitants, au DPA et aussi à la police et les contrôles. Alors, nous allons encore 2, 3 questions. Paul Jonker,
quand le portail des déclarations de classe 3 sera-t-il à nouveau opérationnel? Le problème, c'est que je n'ai pas de réponse. Ah oui. Je n'ai pas de réponse. Écoutez, c'est vraiment désolant, mais suite à la cyberattaque, le système est un logiciel qui n'est plus suivi et qui n'a pas supporté d'être upgradé dans le cadre de la remise en ligne. Et là, on espère pouvoir le remettre en ligne, mais je n'ai franchement aucun délai. N'empêche que pour faire vos déclarations, il existe toujours le formulaire papier. Et donc ça, vous devez, si vous avez une déclaration à faire, utiliser le formulaire papier. Petite question concernant la distribution, concernant une station, pardon, de distribution de carburant chez un agriculteur avec 2 citernes de 1000 litres et un seul pistolet. Donc, on est sous le volume de 3000 litres de mazout et on demande si la rubrique 50.50.01 s'applique ou pas. Pour moi, oui. Oui. Alors, 50-50-01, vous êtes avec 2 citernes de 1000 litres. Donc, un 2 pistolet. citernes de 1000 litres avec un seul pistolet. Nous sommes sous les 3000 litres de mazout. Est-ce que la rubrique 50.50.01 s'applique ou pas? Alors, il y a peut-être, ici, il a ajouté certainement ultérieurement une petite remarque. Peut-être souligner le fait que si l'on reste dans une même rubrique classe 2 déjà autorisée et que l'on augmente l'activité tout en restant dans cette rubrique sans en dépasser les seuils autorisés, il faut toutefois rester très vigilant. Oui, non, pardon. Oui, ça te Il faut un rapporte. registre. Là, il faut un registre. Mais de toute façon, si ici, on est avec 2 citernes reliées entre elles, donc le volume total, on additionne, ça fait 2000 litres. Avec un seul pistolet, on n'a pas, comment dire ça, on n'a pas atteint le seuil des 3000 litres. Ok, ça va. Alors, une question supplémentaire, ça dit, en tout cas, les questions extérieures diminuent. Effet cumulatif, qu'en est-il de 2 exploitations agricoles détenues par 2 personnes différentes, de part et d'autre d'une route, une classe 2 et une classe 3, mais un total à eux deux de 650 bovins de plus de 6 mois? Je suppose quand on dit 2 personnes différentes, que si Valérie Samin pose la question, c'est pas 2 personnes de familles différentes, il y a peut-être un lien de parenté entre les deux. Bon, alors, dans votre réponse, si jamais c'est le cas, distinguez le cas avec lien de parenté ou vraiment sans lien de parenté. Le permis Donc, d'environnement ne je fait pas rappelle, tout, 2 hein. exploitations, 2 personnes différentes de part et d'autre d'une route, une qui normalement est en classe 2, l'autre est en classe 3, mais avec un total AE2 de 650 bovins. De plus de La 6. question, c'est est-ce que les 2 exploitants risquent de faire une classe 1 pour leur Oui. impact environnemental? Il y a une unité technique entre les deux. Oui, il faut voir de nouveau. C'est une question à laquelle on ne sait pas répondre oui ou non. Ça va dépendre. Alors, que ce soit un exploitant de la même famille ou que ce soit un exploitant qui est d'une famille complètement différente, ça n'a absolument aucune espèce d'importance sur le fait qu'on soit éventuellement en unité technique et géographique. Et donc, c'est en effet malheureusement ce que l'on constate parfois. Il n'y a pas de fréquence vraiment définie, mais c'est que la classe, comment on nous dit oui mais non, je n'ai rien à voir avec mon voisin ou même mon père ou ma mère, mais il faut nous le démontrer. Et donc si on utilise le même puits, si on utilise la même station de distribution de carburant, si on utilise le même endroit de stockage du lisier, qu'on utilise les mêmes silos, il y a une unité technique et géographique, peu importe que je me trouve dans une rue ou que je me retrouve dans l'autre. Donc là, et si je deviens classe 1, je sais que c'est un problème pour pouvoir avoir certaines aides, mais
c'est pas nous qui avons fait les législations. Et donc, du coup, nous, on applique la législation environnement et on n'applique pas, on n'a pas à se préoccuper de la législation financière, économique, aide, etc. Donc, que soit, je vous dis, le frère, la sœur ou carrément quelqu'un qui n'a rien à voir, ben, s'ils sont dans la même unité technique et géographique, qu'il y a lieu de démontrer qu'on n'y est pas ou qu'on y est, et donc là, nous, on avisera en fonction du cas précis. Alors, Julia Vox, pour les déclarations de classe 3, quand vous parlez de formulaire papier, devons-nous vous le transmettre ou conserver le temps que le site soit de nouveau accessible? Vous transmettez directement à la commune. Hein. Oui. Et alors, c'est les communes justement qui posent la question, je pense, suite à l'impact de la cyberattaque. Oui. C'est qu'est-ce qu'elles doivent faire des papiers quand elles les reçoivent et puisqu'elles ne savent pas l'encoder sur les portails pour les citoyens. Mais écoutez, comme je ne sais pas vous dire écoutez, c'est vrai que nous préférons que ce soit les communes qui les encodent, donc merci pour les communes qui proposent de les garder le temps de les encoder, c'est vraiment très service public, merci beaucoup. Par contre, je n'ai pas le délai dans lequel le système va se remettre en route, donc ce que je propose, c'est comme je devais répondre à une question et je ne sais plus laquelle, mais c'est pas grave, vous me le rappellerez. C'est que les 15 jours ou les 15 jours ou les 30 jours, et ben, la remise en ligne du formulaire de classe 3, je vais demander plus de précision pour voir si on doit attendre un mois ou bien 6. Et en fonction du délai, je vous dirai quelle est la décision que nous prenons. Et en tous les cas, merci aux communes. En tout cas, votre exposé suscite beaucoup de questions. On va encore en poser une qui vient de l'extérieur. Les autres, on les laissera tomber. Et la dernière, elle est un peu particulière. Ça concerne le renouvellement des permis de classe 2 dans des régions qui sont très fortement concernées par les captages d'eau. Notamment que des distributeurs d'eau exerceraient un lobbying important lors du renouvellement des permis de classe 2, installation de prise d'eau souterraine, puits, etc. Les recours se succèdent ayant pour effet une réintroduction du permis à plusieurs reprises et un délai allongé en permanence. Plus de 2 ans et 4 mois pour une petite exploitation. De quel recours l'agriculteur, l'exploitant dispose-t-il? Alors, parce que bien sûr, voilà, le distributeur veut s'assurer, je suppose, s'assurer de la potabilité des eaux de captage. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les fournisseurs, eux, s'ils passent dans le coin, que les installations sont disponibles ou en tous les cas à des prix qui sont accessibles. Maintenant, ne me demandez pas ce que c'est un prix accessible parce que pour chacun c'est différent. Ils vont faire du lobbying, c'est une évidence. D'un autre côté, si nous, en effet, plus il y a de forage, plus il y a de risque d'entrer dans les nappes et de les contaminer. Donc moi ici, je ne fais pas de procès d'intention de dire qu'un agriculteur risque de plus contaminer qu'un autre, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, vous donner des conseils, c'est très compliqué parce que vous allez me dire qu'on se répète, mais c'est pour ça qu'on est là et que c'est notre métier, c'est qu'on analyse au cas par cas. Alors, si maintenant le distributeur d'eau dit non, mais que la direction des eaux souterraines dit oui, en général, nous, on suit plus la direction des eaux souterraines. Maintenant, je sais que certains distributeurs vont jusqu'à des recours administratifs. Donc, ça remet en question, en effet, la décision qui a été prise en première instance et que certains vont jusqu'au Conseil d'État. Et c'est peut-être ça qui se passe pour notre interlocuteur, où ça finit par prendre des temps et des temps indéfinis, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que ça allonge énormément les procédures, même si les instructions sont rythmées, mais le Conseil d'État, il a
moins de contraintes de rigueur que nous. Je me rends bien compte que je n'ai pas répondu à la question. Hein. Je n'ai pas une réponse. Oui, ici on est à la limite entre un cas, une question générale et surtout un cas particulier. Je peux comprendre que la réponse soit pas évidente. Voilà, je pense qu'au Surtout que niveau je ne des veux questions. pas dire oui ou non, parce que je ne peux pas dire oui ou non. Ça va vraiment être en fonction de la situation. Eh bien, je pense qu'au niveau des questions-réponses, on va en rester là et Florence a encore certainement quelques petites informations à vous communiquer. Oui, bah en tout cas, je voulais tout d'abord remercier Marianne et Giuseppe pour leur disponibilité et l'exposé qu'ils nous ont fourni avec les questions voilà, qui ont cogité dans le chat. Donc ici, c'était le dernier épisode de notre saison 1 sur la législation wallonne agricole. On fera une petite pause cet été. Pour rappel, donc ici, on était avec des agri-webinaires tous les 15 jours, le jeudi sur le temps de midi de 13 à 14. Et donc, on reviendra en septembre avec la saison 2 qui sera sur le sol. Donc, on parlera érosion et fertilisation. En attendant, il y a tous les épisodes, bon, c'est un petit peu débordé, mais vous pouvez revoir tous les replays qui sont disponibles sur la page YouTube du SPVRNE et je renverrai, comme je l'ai déjà précisé, un petit mail avec toutes les informations. On peut Voilà, un tout peut-être grand merci. simplement ajouter ceci, s'il y avait une actualité vraiment urgente à vous communiquer, on organiserait même entre le mois de juin et le mois de septembre un petit webinaire pour vous informer. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci de Merci. nous avoir invités et permis de communiquer avec vous tous réunis. Au revoir, bonne journée. Bon Merci après-midi. beaucoup. Bon Bon après-midi. après-midi, oui.